Le problème, c'est qu'en fait, cette façon de faire qu'avaient nos parents dans les années 80, peut-être dans les années 70 aussi, avant années 90, c'est qu'on pouvait avoir un peu de rendement avec des supports qui étaient complètement sécurisés, comme le livret A. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc en fait, comme on n'est plus du tout dans le même contexte, si on reprend les mêmes schémas que dans les années 80, dans les années 2020, ça ne fonctionne pas en fait. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors Maëva qui a fini la discussion de préparation en me disant n'hésite pas à dire si j'ai des tics de langage, je te grille direct, je suis sympa moi. Hein. N'hésite pas à me dire si je suis un gros con, tu peux. Hein. Non, pas du tout. je te ferai des signes si tu répètes trop de choses. Je suis sympa. Hein. Maëva, je suis ravi de te recevoir sur La Martingale. Très honoré d'être invité. Eh ben écoute, bravo déjà pour tout ce que tu fais sur Mon Budget Bento. Donc tu es derrière ce compte Insta qui grossit, qui n'en finit pas de grossir, qu'on voit autant d'ailleurs dans des publications économiques, les EcoStart, que des publications plus féminines, Elle et pas mal de sites internet qui recommandent. Enfin, tu fais partie des comptes à suivre pour toucher, pour apprendre à gérer son argent. Alors. On voit que tu as un compte justement peut-être de ce fait, et du fait que tu sois une femme qui est pas mal féminin, mais qui est pas du tout orienté vers les femmes, si, plus, moins. Non, en fait, c'est juste que les sujets de toute façon concernent tout le monde puisque tout le monde a un budget, qu'on soit un homme ou une femme. Après, c'est vrai que je vais peut-être toucher à certains sujets d'un point de vue plus féminin du fait que je sois une femme, que je sois maman aussi. Donc, il y a ce prisme-là qui forcément vient s'ajouter à la façon dont je vais lire les situations et les conseils du coup que je vais en ressortir. Ce qui est intéressant, c'est que donc entre ton compte Insta, ton livre, tes masterclass, etc. En fait, on ressent un truc, c'est que tu viens pas. Alors toi, t'es employé, t'es sales dans la tech, je crois. Hein, c'est exactement. Ça, dans une grosse boîte tech. Et en l'occurrence, comme des Victoria Aura ou des gens que j'ai pu avoir sur ce podcast, venant pas du sérail, t'as pas forcément pris les mécanismes traditionnels, alors notamment beaucoup qui vont aller potentiellement chercher des commissions un peu partout, etc. Toi, t'es vraiment plus sur vraiment une gestion du budget, de l'invest. Et on se disait en préparation de cet épisode que le titre pourrait être, tu vois, de comment ne pas gérer son budget à la papa d'une part ou comme maman. Enfin, c'est un peu ces vieux clichés qu'on a. Oui, c'est ça. Mais c'est une tendance un peu normale qu'on a finalement parce que la plupart d'entre nous, d'ailleurs moi j'estime que la quasi-totalité d'entre nous, on n'est pas formé pour ça. Je veux dire, à l'école, soit t'as des gens qui font de la finance et ils apprennent à gérer le budget des autres ou des entreprises, mais pas le leur. Mais on n'a pas de cours de gestion de mon budget, quoi. Et donc, non, c'est vrai. Généralement, tu reproduis le schéma familial, quoi. C'est ça. Oui. Et puis, ça va avec des bons côtés, des mauvais côtés et des bons côtés qui peuvent être des mauvais côtés. Donc, les mauvais côtés, ça va être les parents qui gèrent pas, ou on n'a jamais eu l'habitude d'entendre de parler d'épargne, de devenir propriétaire ou d'acheter, enfin, ce genre de choses. Et puis, il y a aussi le côté trop sécuritaire, donc c'est un peu le côté papa-maman dans le sens les femmes, on sait que généralement elles prennent moins de risques, donc c'est vraiment le côté livret A, le PEL et voilà, et le pire, le CEL. Oh, oulala, non, le compte épargne logement, oulala, attention. Donc là ça, c'est vraiment super funky là. Voilà, c'est vraiment le truc, t'as ton PEL qui est rempli et le problème c'est qu'en fait cette façon de faire qu'avaient nos parents peut-être dans les années, moi je suis née dans les années 80, peut-être dans les années 70 aussi, avant années 90, c'est qu'on pouvait avoir un peu de rendement avec des supports qui étaient complètement sécurisés comme le livret A. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc en fait, comme on n'est plus du tout dans le même contexte, si on reprend les mêmes schémas que dans les années 80, dans les années 2020, du coup, ça fonctionne pas en fait. Oui, et puis ils avaient pas du tout. Alors déjà, comme tu le dis, il y a un historique de support auquel tu avais accès.
Et il y avait aussi des choses qui traditionnellement fonctionnaient très bien. Enfin, je veux dire, l'immobilier, si t'achetais dans les années 80, t'as fait x10. J'ai dit des conneries, mais pas loin. Selon les endroits, en tout cas, dans les grandes métropoles, etc. Les taux étaient pas les mêmes et puis surtout les outils étaient pas les mêmes. Je veux dire, pour investir, en fait, tu t'allais voir ton banquier et puis point, c'est tout. À peu de choses près, c'était ça. Là, aujourd'hui, tu as 1 million d'opportunités d'automatisation, d'accès à la bourse, aux cryptos, à des investissements assez exotiques ou pas. Voilà, il y avait des parents qui pouvaient t'apprendre à mettre tout sur le rouge aussi. Ça, mais moi, j'en faisais pas partie, mais heureusement. Bah, en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais en train d'écouter, je crois que c'est ton dernier épisode sur est-ce que le conseiller bancaire sert encore à quelque chose. Donc, j'ai adoré le titre. J'espère que tu adores le contenu aussi. Moi, j'ai appris pas mal. Marguerite, elle m'a appris pas mal de choses. Et, en fait, elle m'a fait quand même... j'ai eu des retours de très différents d'ailleurs de certains auditeurs qui m'ont dit... c'était super, en effet on voit à quoi ça sert et moi je suis plutôt de cette approche, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris le recul. Il y en a qui me disent non mais elle te vend sa sauce, etc. Un peu certes d'une énarque, bon voilà, mais en l'occurrence elle la vend bien et voilà. Non mais je pense qu'on a chacun, ça dépend de sa situation. Moi par exemple dans ma situation, ne pas avoir de personne en face de moi c'est pas possible parce qu'avec les différents investissements que j'ai, un conseiller, on va dire, lambda ou par exemple qui sort d'école, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très jeunes. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on a 20 ans et qu'on va parler au banquier, on est à peu près au même niveau d'information. Après, quand on a 35, 40 ans et qu'on est avec un conseiller qui a 20 ans ou 22 ans, enfin, qui sort de l'école, forcément, il n'a pas l'expérience nécessairement pour pouvoir nous conseiller comme il faut. Sachant que toi, tu fais ça depuis 2014 hein, quand même, donc ça fait quand même une... ma première demande de prêt acceptée et tout, c'était en 2013. Ok. Voilà. Donc ça va, je me disais ça là, il n'y a pas longtemps, ça va faire bientôt 10 ans que j'ai mis le doigt dans... et justement, ta situation, pour m'expliquer, pour reposer les bases. Donc moi je suis commerciale grand compte dans la tech comme tu disais tout à l'heure avec un gros client et t'habites en région parisienne? Oui, j'habite en région parisienne. Tu bosses de chez toi ou un peu les deux? Depuis 2020 à 80% de chez moi, j'y vais une fois par semaine. T'as des enfants? J'ai un enfant, okay. Un garçon qui a 14 ans, donc je l'ai eu relativement jeune. Ouais. J'ai fait une coupure dans mes études. J'ai fait un bachelor en école de commerce. Après, j'ai fait 1 an sans travail, enfin pas sans travail. J'ai un peu travaillé, mais en gros, j'ai fait une coupure quand j'ai eu mon fils. Et la rentrée d'après, du coup, j'ai repris un master en alternance avec un enfant en bas âge. Et c'est pas personnel que je pose comme question, mais tu vis en couple, c'est plus pour savoir si t'as une part. Actuellement, je vis plus en couple. D'accord. Enfin, je dis actuellement, ça fait déjà 5 ou 6 ans que je vis plus en couple. Mais j'ai vécu en couple, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un, mais je vis célibataire. Je suis pas en ménage. Ok. Donc c'est juste pour poser un peu tout ça et donc du coup c'est intéressant parce que toute cette éducation financière que tu as faite depuis presque 10 ans, tu l'as faite sur le tas. Exactement, sur le tas. Et je pense que c'est ça qui rend aussi mon compte très accessible, c'est que comme tu disais tout à l'heure, je viens pas du domaine en fait. Donc la façon dont je vais expliquer les différents produits financiers ou comment gérer son budget, ça sera un langage très terre à terre, enfin comme une personne à qui tu vas discuter en soirée ou dans un apéritif avec des amis. Moi, je fais ça, hein, je parle de crypto en soirée, mais tout le monde me dit, mais qu'est-ce que t'es relou. C'est véridique, hein, on me l'a dit encore samedi soir. Moi, je parle pas encore de crypto, je regarde de loin. À chaque fois, on me pose des questions. Oui, alors les cryptos, Maëva, parle-en nous, etc. All-in. Et je leur dis, écoutez, moi, je le fais en mode touriste. Quand j'ai de l'argent, je balance dessus, mais je suis pas on va dire suffisamment éduquée pour j'évite de parler des sujets que je connais pas. Ok, alors maintenant qu'on a posé toutes ces bases justement, tu n'es pas une spécialiste des cryptos, tu es une spécialiste plus d'une sorte de budget. Ce qu'on voyait ensemble en l'occurrence en préparant, ce que tu as vu aussi avec Laura, chère productrice qu'on embrasse, Laura Pironnet. Bonjour. Eh bien c'est le fait qu'il faut avoir des bases solides. Et c'est pas facile de voir ce que c'est que des bases solides. Moi, je flirte toujours assez instinctivement avec, tu vois, je vais toujours pousser la limite pour me retrouver à être pas all-in, mais pas loin en fait. Comment est-ce que tu poses ces bases dans ton investissement privé quand que t'es 22, 25 ou 35 ans? Je pense que déjà, il faut avoir conscience de sa situation financière.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas forcément que si on a une situation financière qui est entre guillemets malsaine, c'est-à-dire découvert, paiement plusieurs fois, crédit conso, etc., qui plombe notre budget, en fait, on n'est pas forcément dans la meilleure situation pour investir. Parce que investir, ça veut dire prendre des risques. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'on va perdre de l'argent, mais il y a des moments où, par exemple, on va avoir son portefeuille en assurance vie ou son PEA, par exemple, qui va baisser, et ça ne sera pas le moment de sortir l'argent parce qu'on a un souci perso, parce qu'on a son réfrigérateur qui est tombé en rade. Donc, il faut qu'on ait ce matelas d'épargne disponible pour que, en fait, justement, nos investissements puissent vivre leur vie. Là, on l'a vu par exemple avec le Covid. Moi, j'ai vu mes contrats d'assurance vie, je sais pas, j'étais à moins 10 ou un truc comme ça, alors qu'ils étaient. Il y a eu une énorme chute. Et quand j'ai eu besoin d'argent, si j'avais besoin d'argent en 2020, j'ai pris l'argent sur mon épargne en fait. Je suis pas allée sortir de l'argent d'un contrat ou d'un compte qui était en négatif et là, justement, verrouiller ma perte. Donc, c'est pour ça que l'épargne, j'en parle tout le temps. Et les gens, je dis, oui, je sais que je suis chiante avec l'épargne, etc. Que l'épargne, c'est pas glamour. Mais l'épargne, c'est ce qui permet, en fait, de faire tout le reste. Donc, l'épargne, c'est ta couverture. Ce que tu appelles l'épargne, c'est, au-delà de l'investissement, c'est ton cash dispo minimum. Donc, si je lis entre les lignes, je me mets pas à découvert. Et je fais pas des paiements en 4 fois. Si tu peux pas payer en une fois, c'est que tu peux pas te permettre le truc qui est de l'autre côté. Point. Exactement. Tout. Donc t'économises et puis tu te le payes plus tard. Mais une fois que t'as ton épargne, c'est combien mon épargne? Combien de cash disponible il faut? Alors, je sais que 3 792,60 €. Et 24 centimes. Non, alors je sais qu'il y a toutes les personnes qui suivent les blogs américains, etc., qui disent qu'il faut 6 mois de salaire de côté, etc. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir autant d'argent de côté. Puis en plus, ça dépend de combien on gagne, parce que forcément, si on gagne 1 500 € et si on 4 gagne... millions pour moi, c'est beaucoup, 6 mois de salaire. Ben oui, tu te rends compte. En plus, tu peux pas mettre 4 millions sur ton livret A. Non, dommage. Ouais, c'est vrai. Mais voilà l'idée. Donc on va dire que la norme américaine, c'est oui, des blogueurs, souvent, c'est 6 mois, etc. Okay. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Bon, à part si on est entrepreneur, par exemple, freelance et qu'on n'a pas de salaire, mais quand on est salarié, je pense que même 3 mois, c'est pas mal. Okay. Et après, à partir de 3 mois, ou même avant même d'être à 3 mois, moi, ce que je dis aux gens, c'est n'hésitez pas à faire. Alors, je dis en branche, dans le sens où, tu vois, quand une plante, elle pousse, tu sais, elle pousse pas tout droit jusque pendant 1 mètre et puis après, d'un seul coup, elle fait autre chose, tu vois. Donc, c'est une fois que tu as une base à peu près solide, tu as ton 1 500 € sur ton livret A, tu peux commencer à aller progressivement peut-être vers de l'assurance vie où tu peux avoir des supports un peu pas trop risqués, genre SCPI. Et puis après, bon, le fonds euro, le rendement n'est pas top, mais avec l'évolution peut-être des taux, éventuellement, on pourra espérer un meilleur rendement. Et puis après, aller vers de l'action parce que vraiment, quand on va vers la bourse, c'est vraiment l'épargne pour moi dont on n'a pas besoin. Donc selon si tu gagnes entre, alors je vais prendre une fourchette large, hein, mais 2000 et 5-6 000 €. 2000, ça fait 6 000 € de côté. 5-6 000 €, ça fait 18 000. Là, c'est la fourchette basse, c'est-à-dire 3 mois. Fourchette haute, on va être entre... allez, on va faire un truc grossier, mais entre 10 et 30 000 €. Si t'es dans cette branche de salaire raisonnable, c'est à peu près ce qu'il faut avoir de côté. En dessous, en tout cas, du plancher qui est 6 000, tu commences pas à acheter ni des cryptos, ni investir dans des actions et des choses comme ça. Oui, alors si tu gagnes 6 000 € par mois... Non, je pensais tu gagnes 2 000 €. Ah, non, net, justement. Tu dois avoir 6 000 de côté, c'est ça? Non. Donc justement, moi, ce que je recommande aux gens, c'est de commencer à mettre de l'argent de côté sur quelque chose de sécurisé, genre le livret A. Une fois que tu es arrivé à entre 1 000 et 1 mois de salaire, là, tu peux déjà commencer à voir ailleurs. Okay. Donc en fait, tu vas diviser ton épargne mensuelle pour continuer à grossir un peu ton épargne de sécurité, comme ça, épargne de précaution, mais tout en commençant à mettre un pied à l'étrier sur d'autres supports. Parce que justement, moi, ce que j'expliquais, c'est que avec ce truc de la bonne élève ou du bon élève, oui, il faut absolument que j'ai mon épargne de précaution, mais t'imagines le temps que ça va prendre de mettre, comme tu disais, entre 6 000 et 30 000 € de côté. Ça t'a pris, je sais pas moi, 5 ans, je sais pas combien de temps ça peut prendre, mais il faut pas
faire forcément les choses en séquentiel. Parce que si on suit vraiment la séquence traditionnelle, alors je mets mon épargne de précaution de côté. Après, je commence à mettre mon apport pour acheter ma résidence principale. J'achète ma résidence principale. J'ai mes charges qui ont entre-temps augmenté, j'ai des enfants, j'ai machin. Et en fait, à la fin, on se retrouve à ne jamais investir. Donc l'idée, c'est voilà, de pas faire, de pas être monotache, entre guillemets, de pas se dire... je fais que mon épargne de précaution tant que j'ai pas 15 000 euros sur mon livret A, je bouge pas le petit doigt. Ok. Et puis ça permet en fait de le faire progressivement, parce que par exemple quand je dis oui, vous pouvez ouvrir une assurance vie, ou vous pouvez ouvrir un PEA. Oui, combien est-ce qu'il faut que je mette dessus, mais si je perds mon argent, je dis oui, mais bon, quand tu vas ouvrir ton PEA, tu vas pas l'ouvrir avec 100 000 euros, donc tranquille, ça va. Si tu mets 100 euros ou 200 euros, ce sera pas la fin du monde. Tout ce que tu dis là, c'est valable finalement à tous les âges. En plus, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans une situation à 35 ans, divorcé, 2 enfants, et où tu dois reconstruire, il faut quand même se remettre dans ce schéma-là. Pour toujours un peu être non, parce que je me projetais, je me disais en fait, est-ce que ça me concerne tout ce que tu racontes, et en effet ça pourrait me concerner demain par rapport à différentes situations de vie, quoi. Oui, différentes situations de vie, et puis on sait que en tout cas pour les femmes, souvent après le divorce, c'est une grosse chute au niveau du niveau de vie, donc pour les hommes aussi, hein. Je veux dire, non, mais proportionnellement moins, on va pas rentrer dans ce débat, évidemment. Voilà. Mais je veux dire, mais le divorce, c'est compliqué. Ouais, ça coûte, compliqué. Quoi qu'il arrive, tu te retrouves avec juste un truc complètement con, mais auquel faut penser, c'est 2 loyers, quoi. Sauf si tu te barres pour une autre, ou un autre, après Je rigole pas trop fort dans le micro parce que j'ai un gros rire. mais dans quel cas tu peux, Non, mais c'est vrai que se retrouver seul après avoir été en couple, c'est pas facile. Moi, la chance que j'ai eue quand je me suis séparée avec le père de mon fils, c'est que en même temps, j'ai eu une promotion parce que j'avais 30 ans. C'est vrai que quand on est en début de carrière, qu'on est sur la pente ascendante, forcément, au final, peut-être les promotions et les augmentations de salaire, etc., ça peut permettre de compenser la perte des apports de l'autre personne. Mais après, c'est vrai que moi, je suis plutôt partisane attention à l'augmentation du niveau de vie quand on est à 2, parce que quand on vit à 2, on vit au-dessus de ses moyens, puisqu'on vit avec le salaire de quelqu'un d'autre. Donc potentiellement, en cas de revers de médaille, après c'est mon côté traumatisé entre guillemets, moi j'ai connu la séparation, je sais ce que c'est, se retrouver toute seule, etc. Mais au moins l'avantage, c'est que quand on arrive à se débrouiller seul, qu'on soit un homme ou une femme, au moins, le jour où il y a quelqu'un qui revient dans notre vie, ça met du beurre dans les épinards. Bon, voilà le bon conseil du jour. Donc, divorcer. Maëva vous recommande ça pour apprendre à la dure. Justement, tu vois, sur mon compte, souvent, je raconte toutes les erreurs que j'ai faites. Et j'ai un collègue qui dit qu'il y a 2 façons d'apprendre. Ouais. Soit dans la douleur, soit dans l'expérience des autres. Bon, l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'être humain, aime bien apprendre dans la douleur. Ouais. Mais si vous souhaitez... vous évitez des douleurs, regardez les expériences qu'il y a eu autour de vous et ça vous permet d'éviter plein d'erreurs. Par exemple, là dans le post d'aujourd'hui, comme aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, le jour où on enregistre, j'ai parlé du Pacs. Moi, j'étais pas pacsée avec le père de mon fils et quand on s'est séparés, j'ai racheté sa part, mais du coup, sa part de l'appartement, pardon. Ouais. Mais du coup, le rachat de soult entre concubins, ce sont pas les mêmes conditions fiscales. Donc les frais de partage, c'est l'équivalent des frais de notaire, quoi. C'est comme si c'était un étranger qui rachetait des parts. Donc et c'est sur la valeur brute, pas la valeur nette. Donc moi, du coup, je me suis retrouvée à perdre 8 000 ou 9 000 euros juste pour acheter des parts, en fait. Alors que si on avait été pacsé, ça m'aurait rien coûté. Parce que ça aurait été sur la valeur nette et comme on venait de l'acheter, la valeur nette était de 0. Ça, c'est un truc qui revient quand même assez souvent. Hein. Quand vous commencez à avoir des choses en commun, il faut un contrat. Alors, soit un contrat de mariage, soit un PACS, en effet. Il y a différentes sortes de PACS, il faut le savoir. Il y a différentes sortes de contrats de mariage. Il y a... j'ai fait un épisode sur le sujet, partiellement, enfin, en grande partie. Je le recommanderais sur mon compte. Et en effet... il faut aller à l'encontre des idées qu'on peut avoir, quoi. Moi, je suis un gros promoteur, mais tout le monde l'est pas, mais de la séparation de biens. Toi aussi, j'ai l'impression, mais voilà. Et parce que ça simplifie beaucoup de choses. Mais ça simplifie tellement la vie, en fait, puisqu'on sait...
Parce que souvent, il y a des personnes... parce que moi, du coup, sur mon compte, on parle beaucoup de la vie de tous les jours. En fait, vu que je suis pas une technicienne, c'est juste dans la vie de tous les jours, comment est-ce que la finance, elle vient s'imbriquer. Et il y a des personnes qui vont dire, oui, mais en séparation de biens, ça veut dire que tu penses déjà au divorce, etc. Mais justement, si tu es tellement amoureux ou amoureuse que ça, tu sais que tu vas pas divorcer. Donc, c'est pas grave de te mettre en séparation de biens. Enfin... C'est tout un débat. Voilà, mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi sur la séparation de biens. Ça n'empêche pas de s'aimer, d'être en séparation. Et ça simplifie pas mal de choses. Ok, quelles autres erreurs tu as pu faire? Là, tu me parles de Pax, les erreurs les plus grossières que tu peux nous éviter. Les erreurs, là comme ça, j'en ai pas qui me viennent, parce que celle-là c'est vraiment la plus grosse, parce que c'est vraiment celle qui m'a coûté pas mal d'argent. Combien ça t'a coûté? Ça m'a coûté 8 000 ou 9 000 euros. Aïe, ouais, ok. Où je me suis rendu compte que, en faisant mes petites recherches après, que j'aurais pu ne rien payer. Ouais. Donc ça c'est quelque chose, voilà, en fait c'est le manque d'éducation. Et le manque d'éducation, ça coûte très cher. Et moi, ça m'a coûté 9 000 euros. Et alors, ton trip, c'est de faire des expérimentations sur toi? C'est aujourd'hui de dire, voilà comment je fais moi, il faut faire comme moi? Ou c'est plutôt de dire, voilà, enfin, j'hésite à te poser la question, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Comment est réparti ton capital? Comment est-ce que c'est la bonne question? Ou plutôt, qu'est-ce que tu recommandes une fois que justement, tu es passé à cette étape où tu as pu avoir assez d'argent? En fait, moi, j'ai jamais eu de problème d'argent. Ça veut pas dire que j'ai toujours eu de l'argent. Parce que quand j'étais étudiante dans un studio en alternance, t'imagines bien que je gagnais pas des mille et des cents. Mais moi, j'ai toujours respecté le principe de base 1 moins 1 égale 0. Voilà. Donc, si j'ai un budget de 20 euros, je reste dans mes 20 euros et puis c'est tout. Après, je recommande pas forcément aux personnes de faire comme moi. Et moi, mon objectif, c'est plus que les gens ils se posent des questions. Ça veut dire, dans telle situation, il faut savoir qu'il y a ça comme option. Et après, c'est vous qui choisissez les meilleures options. Parce que, par exemple, souvent, il y a des personnes qui vont me demander, oui, Maëva, j'ai 30 000 euros, qu'est-ce que je peux faire avec? Et moi, je leur explique toujours, je sais pas, en fait. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Est-ce que tu as déjà une résidence principale? Combien est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu as déjà des investissements financiers sur la bourse? En fait, tout le monde va faire un peu en fonction de sa... de sa personnalité et de ses objectifs aussi. Parce que moi, quelque chose que je mets souvent en avant, je dis, moi, je me suis beaucoup organisée autour de mon fils. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu me posais la question, je peux te répondre. Moi, mon patrimoine, c'est 85% de l'immobilier et 15% de... 15%, non, c'est peut-être un peu plus. Bon, on va dire 20-80, quoi. C'est du financier, voilà, j'ai des assurances vie, un PEA, un tout petit peu de crypto et un peu de livret A, vite fait, parce que c'est mon... T'as pas d'actions? J'ai des actions, si. Okay. Dans mon PEA, j'ai des actions et j'ai un CTO aussi, un compte titre ordinaire. Okay. Donc, ça, j'en ai. Mais le gros de mon patrimoine, c'est de l'immobilier, parce que j'ai 5 biens, dont 3 en région parisienne, donc forcément, ça va vite. Donc le tien plus des biens en immobilier locatif. Oui. Tu n'as pas 5 appartements pour toi, quoi. Donc... Non, j'ai même pas de résidence secondaire. Quelle tristesse. Ça rapporte rien, sauf si tu la loues, en oui, sur Airbnb. C'est un vrai luxe. D'accord. Et donc, oui, d'accord. Donc, t'as pas chômé, quoi. T'en achètes un tous les 2 ans. À peu près. En gros, ça a été ça. Ouais. 2014, 2015, 2016, 2019 et 2020. Tu les achètes toi-même? Tu vas les chercher toi-même? Tu les achètes en propre? Tu as des partenaires? Alors, j'en ai... Alors, j'ai ma résidence principale. Alors, moi, j'ai pas du tout fait comme ce qu'on peut voir et que les gens adorent sur Internet. Oui... Pinel, c'est de la merde. Pardon, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots. Si. Ici, l'acronyme, c'est se faire... Enfin, pas l'acronyme, pardon, l'expression, c'est se faire pineliser, tu vois. Donc, c'est pas vulgaire, tu vois, presque pas. Je pense qu'il faut choisir son projet. Donc, j'ai acheté ma résidence principale. Après, j'ai fait un Pinel. Après, en fait, j'ai racheté l'appartement de mon père et ma mère. Donc, en fait, c'était l'occasion. Ma mère, elle est décédée, en fait, quand j'étais petite. Et quand mon père, il est parti de la région parisienne, du coup, j'ai racheté la part de mon frère et de mon père. D'accord. Donc, ça m'a rajouté un autre bien. Et ensuite, j'ai acheté un autre bien en province, enfin, en région, on va dire. Je sais pas comment on dit ça, mais dans l'Allier. Parce que ma grand-mère habite là-bas, en fait. Donc, je me suis dit, du coup, comme elle est là-bas, je connais. Je sais que je peux y aller. Ouais. Je vais chez elle, je reste une semaine, je fais ce que j'ai à faire. Après, je m'en vais
Voilà, donc j'avais cette flexibilité-là, donc je l'ai utilisée. Donc voilà, je fais un peu de tout. Et pour l'instant, tout ça t'enrichit, mais ne te rapporte rien, on est d'accord, hein. T'as pas fini de payer tous ces trucs? Non, j'ai pas fini de payer tout ça, non, pas du tout. Ce sera une rente plus tard. Exactement. Donc moi, c'était plus par rapport au fait que je gagne relativement bien ma vie. J'étais pas à la recherche de revenus complémentaires. Par contre, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 70 ans. Donc, je me suis dit, moi, mon objectif, en fait, c'est de générer mon salaire en loyer. Comme ça, je sais que dans 19 ans, peut-être, maintenant, sans compter éventuellement des remboursements anticipés, etc., je sais que je n'aurai plus travailler. C'est pas mal une gestion à la papa, ce que tu fais finalement. Oui, parce que j'ai commencé par ça, parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Donc maintenant que ça, c'est fait, maintenant, je peux me passer sur d'autres choses comme l'entrepreneuriat, comme la finance. Voilà, donc je fais un peu je fais au fil de l'eau, mais je fais dans le sens contraire peut-être de ce que les gens, à quoi les gens pensent. Ah ouais, parce que généralement, ils vont commencer par des trucs totalement, justement, all-in, crypto, actions, à donf, hyper risqués, c'est ça? Oui, ou peut-être parce que c'est plus rapide aussi. Mais comme moi, j'ai pas forcément cette urgence-là de générer 1 million en crypto, ou voilà, je le fais à mon rythme, en fait. Et c'est ce que j'essaye de dire aux gens, vous n'êtes pas obligés de... ce que souvent, c'est faites que de la crypto, les actions, c'est pourri, ou faites que des actions... Mais ça, c'est un peu un mirage, en l'occurrence. Mais les gens aiment bien, parce que le problème aussi, c'est que il y a cette mentalité maintenant un peu d'immédiateté, d'avoir tout de suite, qu'il y a un secret et que tu vas être riche en 2 secondes. Et bon, ça, c'est ce qu'on vend beaucoup. Comme je suis sur Instagram, c'est pour ça que peut-être je le vois plus aussi. Où ça, c'est pas mal mis en avant. Non, clairement. TikTok, encore plus. J'évite TikTok parce que j'ai vu 2-3 commentaires. Je me suis dit, OK, le niveau, je peux pas. Et ton approche est quand même pas mal de gérer ton budget avec un minimum d'effort. Donc, y a un mensonge là-dedans. Je cherche pas, au contraire, parce que je connais, mais c'est que par rapport à tout ce que tu dis sur l'immobilier et tout ça, c'est beaucoup d'efforts à un instant T. En revanche, après, une fois que c'est parti, normalement, ça roule plus ou moins. Mais t'es d'accord avec ça, tu vois, c'est pas si simple. C'est-à-dire que y a rien qui tourne complètement tout seul. Oui, alors ça, je suis complètement d'accord parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire 45 idées de revenus passifs. Et puis sur les 45 idées, en fait, il y en a 2 qui sont des revenus passifs et tout le reste, ça te demande énormément de travail et d'efforts. Mais par contre, quand je dis que le budget peut se gérer tout seul, c'est vraiment la partie budgétaire. Et justement, l'idée... C'est quoi la partie budgétaire? C'est la vie de tous les jours, c'est les courses, les machins comme ça, les factures et tout ça. Ah oui. Et moi, justement, ce que j'essaye de faire passer à travers mon compte, c'est de dire, franchement, arrêtez de passer du temps sur votre budget, sur vos trucs d'enveloppe, là. On m'a contacté, oui, mais des journalistes, est-ce que tu veux parler des enveloppes? J'ai dit non, les enveloppes... Les enveloppes, c'est combien j'attribue à tel truc et comment? Oui, mais avec l'enveloppe en papier, tu retires l'argent, tu mets le billet dans l'enveloppe, après tu dépenses, tu vas remettre les pièces dans l'enveloppe et tout. Ah, il y a des gens qui font ça encore? Oui. D'accord. Mais bon, il y en a qui disent que ça les aide, voilà, à avoir une meilleure idée plus concrète de l'argent et de ce qu'ils dépensent, etc. Donc ça, je comprends en fait, mais je vois l'aspect ludique. Mais pour moi, c'est comme de la perte de temps de cerveau. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, les trucs simples, arrêtez de vous prendre la tête dessus. Arrêtez de checker vos tickets de caisse, machin, etc. Parce que tout ce temps-là que vous passez à faire ça, c'est du temps qu'en fait, on passe pas à s'éduquer sur les marchés financiers, sur les actions, sur les cryptos, enfin, sur tout le reste qui, en fait, crée vraiment de la valeur, ou en tout cas, qui peut être une source d'enrichissement, contrairement à checker ses tickets de caisse. J'en parlais avec justement Laura tout à l'heure en préparant ça, et je me disais, mais c'est ce que tu lui disais, la différence entre un budgétaire et un investisseur. Et moi, en entendant ça, je me suis dit, mais... tu m'as décomplexé big time parce que j'ai toujours eu l'impression, tu sais, quand je parle à des financiers budgétaires, et c'est là où c'est intéressant aussi de pas avoir des financiers professionnels. Il y a toujours eu cette approche de me dire mais non, mais regarde sur tel investissement, t'as pas vu telle ligne, ça faut pas le faire parce que voilà, et toujours à trouver le truc qui doit faire que je dois pas le faire.
Et moi, je suis très investisseur dans l'âme. Ça veut pas pour autant dire que je suis un cow-boy, en fait. Ouais, une tête brûlée. Alors, pour certains, je le suis complètement. Mais en fait, en vrai, ce que tu dis là depuis le début, par moment on va dire que sur la couverture, je m'expose un petit peu, c'est vrai. Mais j'ai toujours, à droite, à gauche, un endroit où je dois pouvoir retrouver un truc pour vivre 2-3 mois, en l'occurrence. Mais en revanche, bientôt ça va peut-être changer ça, mais en revanche sur le côté vraiment invest ou au quotidien, tu vois, j'ai des poches et puis je sais que de toute façon par mois je dépense tant pour mon loyer, la bouffe, les sorties, les vacances, les choses comme ça. Et puis voilà, et de plus en plus je l'automatise aussi ça. Ah ouais, C'est-à-dire mais que faut automatiser. je l'envoie sur des partenaires ou des partenaires, il se trouve que ce sont des partenaires de plus en plus de la martingale, mais pas que, mais sur lesquels j'ai des automatisations d'économie et de choses comme ça. C'est ça que tu mets en avant? Alors, j'ai pas compris ce que tu veux dire par Je sais des pas, tu économies. vois, je parle souvent de goal-based investment ou de choses comme ça, tu vois, où en fait, je vais avoir quelques objectifs dans ma vie sur lesquels, en fait, automatiquement, j'ai des virements qui partent sur des comptes tous les mois et je sais que je vais me rapprocher de mes objectifs potentiellement court, moyen et long terme, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais c'est clair, faut savoir en fait comment parce que déjà, si tu sais pas comment tu dépenses ton argent, que ce soit pour investir ou pour dépenser, quand j'ai de la dépense, c'est en perte pure, enfin, des vêtements, un truc comme ça. Comment est-ce que tu sais où est-ce que t'es censé arriver, en fait? Et moi, c'est ça que j'aime bien dans l'immobilier, en tout cas, c'est que je sais que voilà, bon, l'argent que j'ai mis là-dedans, ça y est, je l'ai lancé. Il faudra peut-être que je fasse un coup de peinture tous les 2-3 ans, je sais pas quoi. Et puis ça y est, c'est fini. Et après, de se dire, voilà, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour y aller plus à fond sur autre chose? Et je veux pas perdre de temps sur l'argent que je dépense sur mon crédit pour ma maison ou ma facture d'électricité. Enfin, ça, c'est des trucs. Et aujourd'hui, comment c'est réparti alors? T'as des blocs? Comment tu fais chez toi? Chez moi, en fait, c'est ce que je décris dans mon livre, la méthode que j'utilise. Mais en gros, tu compartimentes, tu alimentes chaque compte pour qu'il soit bien et en fait que t'aies jamais besoin de regarder. Et tu sais, mais exactement, je sais pas, il y a certains qui vont se mettre un budget resto, un budget fringue, un budget machin. Tu fais tout ça ou t'es un budget global? Non, moi, il y a un budget, kiff. argent de poche, voilà. Voilà. Si je fais 400 € de restaurant ou 400 € de spa, pour moi, ça change rien. C'est les dépenses que je fais sans réfléchir, en fait. Okay. Donc, j'ai mon budget où je sais que je vais dépenser tant et que quand tu auras zéro, si c'est le 15 du mois, tant pis pour moi. Si c'est le 30 du mois, il y a encore 200 €, tant mieux pour moi. Mais c'est vraiment le côté où je dépense, je me culpabilise pas, en fait. Et t'as un budget pour ton fils aussi, du coup? Ou il est dans ce budget? Non, il est dans ce budget-là, Okay. parce que j'ai pas un budget trop resserré, donc s'il a besoin d'un truc, je le prends, quoi. Et l'objectif, c'est justement pas nécessairement comme tous ces mouvements Fire, etc., de resserrer au max ce budget pour garder le plus sur l'avenir. Parce que pour moi, c'est toujours la difficulté, c'est de se dire à quel moment tu veux te faire kiffer, ou à quel moment tu veux t'enrichir. Ouais, non, moi, je suis pas le mouvement Fire. Je sais ce que c'est, mais je suis pas du tout dans ce mouvement-là. Je fais pas attention. Enfin, une fois que j'ai fait mon budget, j'ai mon budget argent de poche. Et je fais ce que je veux avec. Et c'est ça ma partie kiff, entre guillemets, plus de l'argent que je vais mettre de côté pour les vacances, par exemple. Mais je vais pas restreindre mon train de vie pour dans 20 ans ou même dans... Je sais pas, mais je pense qu'il faut être câblé d'une certaine manière pour pouvoir suivre le mouvement Fire. Tu vois, réduire... Par exemple, il y a des gens qui comptent le nombre de jours où ils ont dépensé dans le mois. C'est pas... En fait, je déteste les comptes d'apothicaire, le truc où tous les mois, tu vas vérifier est-ce que j'ai bien mis 50% exactement d'épargne de mon revenu de côté. J'ai pas pris de vin au resto, donc je payerai pas sur la bouteille de vin. C'est ça. Non, c'est vrai. Après, tu pousses certaines choses à l'extrême. Moi, en fait, je peux le comprendre dans le sens où c'est une forme d'obédience, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, moi, je vais être retraité à 40, 41, 42. Je fais la fourmi jusqu'à cet âge-là, et après, je pourrais me faire kiffer autrement. Certes, mais en effet, tu peux aussi mourir à 42 ans, tu vois. Bon, Moi, ma mère, elle est décédée à l'âge de 30 ans. Donc le truc de dans plus tard, je profiterai plus tard, ça me parle pas trop.
pas tellement. Je dis pas que ça me parle pas. Bien sûr, j'ai dit dans mon plan, j'espère, enfin, je compte pas travailler jusqu'à 70 ans. Donc, je sais qu'aujourd'hui, j'ai garanti, entre guillemets, jusqu'à 50 ans. Et puis après, tout ce que je vais faire jusque-là, ça va faire 48, 46. Et puis là, j'ai 36 ans et demi. Je vais avoir bientôt 37 ans dans pas longtemps. Donc, voilà, j'essaye de ramener petit à petit l'échéance. Par exemple, le salariat, je pense pas que je vais rester salarié encore pendant 10 ans, quoi. Pourquoi ? Parce que... Pour une question de finance, enfin, je veux dire de richesse, ou pour une question pareil, de philosophie de vie ? Pour plusieurs raisons. Parce que moi, j'aime beaucoup mon travail. Quand je travaille dans la tech, je travaille sur des sujets comme la voiture autonome, par exemple. Donc, du coup, c'est des trucs qui m'intéressent. Mais il y a aussi le côté moi, je suis cadre, je travaille sur des gros projets. Donc, bon, il y a des moments, c'est calme. Il y a des moments, c'est quand même intense. Tu dis combien tu gagnes ? Je peux le dire. Ce que je vais commencer à dire, c'est combien je paye d'impôts, parce que j'essaie de sensibiliser les gens aux impôts, mais comme je sais qu'ils savent pas comment calculer les impôts, oui. Mais tu vois, je paye plus de 15 000 euros d'impôts. Par an. Par an. Oui. Voilà, je paye un SMIC d'impôts par mois. Voilà. Ouais. Et en effet, pour en arriver là, il faut gagner un certain volume, sachant que tu payes une partie d'impôt sur tes revenus locatifs ou pas, parce que non, t'as un MNP. Non, pour l'instant, non. Et puis en plus, après, je passe par j'ai fait des SCI, en fait. D'accord. Pour que ça rentre pas justement dans mon revenu, parce que je suis dans une tranche relativement élevée. Donc, l'immobilier, pour moi, en nom propre, c'est pas. Pour ceux qui n'ont pas encore et ça faut bien le prendre en compte dans un budget, pour ceux qui n'ont pas encore de revenus locatifs, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un appartement que vous avez à vous et qui est alloué, selon les régimes, donc des sociétés civiles immobilières qu'on traite ici aussi certains épisodes, ou le LMNP, le locatif meublé non professionnel, tu vas te retrouver à payer de l'impôt sur le revenu généré par ta location d'appart. Donc si jamais tu loues un appartement à 500 euros par mois à quelqu'un et que tu te retrouves à en gagner que 350 parce qu'il y en a 150 qui partent aux impôts, en effet, tout de suite, c'est un peu douloureux si c'est 150 à sortir de ta poche en plus. Voilà. Et surtout si c'était pas prévu. Ouais, voilà, si exactement. c'est prévu et que c'est dans le calcul, why not? Mais c'est vrai que si c'est pas prévu, c'est. D'accord. Le plan est compromis. Alors, on voit un peu les bases et la philosophie que tu as sur le budgétaire. Comment t'automatises au maximum, ou comment tu te prends moins la tête pour aller le plus loin possible? Comment tu fais le moins d'efforts, en tout cas? Alors, déjà, je fais pas un budget tous les mois. Ouais. Parce que je sais que les gens, ils adorent un peu. Moi, je suis désolée, j'ai le prisme Instagram. Oui, tous les mois, je montre ma feuille, j'ai payé 35 euros de gaz. Bon, moi, tout ça, je regarde jamais mon budget. Je le fais une fois par an. Après, comme je prends beaucoup de marge, ça roule. Ensuite, tout est mensualisé. J'ai aucune facture qui tombe. Genre, il faut que je me rappelle qu'au mois de mars, j'ai telle facture qui tombe, l'assurance à l'habitation, le machin, tout ça. Tout est mensualisé, donc automatisé. Toute mon épargne est automatisée. Donc, il y a des virements automatiques, soit des virements, soit des prélèvements automatiques, selon les supports. D'accord, qui vont sur ton PEL, ton PEA, tes trucs comme ça, CEL. PEL, j'en ai jamais eu de PEL. Qui vont où alors? Tout automatique vers quoi? Alors, j'ai une partie qui va sur mon livret. Enfin, c'est pas un livret A, en fait, c'est juste le livret de ma banque. Ça va sur le côté. Que je vais solliciter en fonction, ça peut être pour des vacances, pour des trucs comme ça. Et puis après, j'ai tout ce qui est assurance vie qui est prélevé automatiquement. Et sachant que j'ai différents types d'assurance vie, hein, j'en ai qui sont en gestion pilotée, avec des hauts niveaux de risque, d'autres avec des niveaux de risque plus bas. Et ça, tu les as choisis comment? En fait, par curiosité. D'accord. Je regarde bien sûr les frais, etc. Parce que la première fois, c'était pas la première fois que j'avais une assurance vie. La première assurance vie que j'avais eue, je l'avais pris dans une banque en ligne. Ok. Et je l'avais pris par pur opportunisme. Ils sont souvent moins chers. Oui, qui sont moins. En tout cas, celle que j'ai prise était moins chère. Boursorama. Okay. Ça, c'était la première que j'avais pris. Et j'avais pris juste par opportunisme. En fait, il y avait une offre. Je me suis dit, tiens, je vais regarder, qu'est-ce que c'est. En fait, comme je suis très curieuse, moi, j'aime bien dire Google is your friend. À chaque fois que j'ai une question, que je vois un truc que je connais pas le mot, je vais le chercher. Tu sais, les gens qui ont 1 milliard d'onglets, là. Ouais. Parce que tu passes d'un sujet à l'autre, à chaque fois tu vas chercher une nouvelle notion. Donc moi, je suis un peu comme ça. Et donc j'ai ouvert chez eux. Et au fur et à mesure, en fait, au début, je le faisais en mode... je savais pas, en fait. Donc, je faisais en mode
amateur, il disait oui, il faut mélanger. Ok, il faut mélanger. Bon, je regardais c'était quoi les fonds, Morningstar et compagnie. Ah, ok, ça c'est bien. Enfin, voilà, en fait, j'ai vraiment appris sur le tas. Hein. Comme je disais, j'ai pas de formation dans le domaine. Et puis... Morningstar étant un endroit où tu peux voir toutes les performances des fonds, etc. Voilà, exactement. Même si à la fin, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, puisque des choses qui avaient 5 étoiles il y a 4 ans, aujourd'hui, elles peuvent avoir plus que 3 étoiles. Tu vois les frais, tout ça lié au fonds. Voilà, okay. Tu vois les frais. Et aussi, il y a un site que j'aime bien, c'est Euronext 360, où tu peux justement chercher les différents fonds, voir à quel type de support ils sont éligibles, parce que tu peux les avoir dans le PEA, dans l'assurance vie, ou juste seulement en compte titre, par exemple. Et après, tu achètes tout sur Bourso, ces fonds, du coup, directement alors, j'ai pas que Bourso, j'ai Bourso, j'ai Fortuneo aussi. Okay. Et après, j'en ai ouvert une pour mon fils sur Lynxea. Je l'avais pris Lynxea parce qu'ils avaient un fonds où justement j'avais vu qu'eux ils ne prélevaient pas de frais sur les SCPI. Sur les loyers, en fait, ils prenaient pas de marge sur les SCPI. Donc, comme je voulais faire de la SCPI pour mon fils, donc j'ai ouvert ce compte-là. Et après, dernièrement, j'ai ouvert un compte chez Yomoni. D'accord. Parce que ça m'intéressait le côté gestion automatisée, etc. Donc là, du coup, c'est des portefeuilles beaucoup plus fournis. En tout cas, il y a beaucoup plus de lignes. Et moi, aujourd'hui, je suis satisfaite de la performance qui a été servie. Bien sûr, pendant le Covid, c'était passé dans le rouge. Mais bon, bien sûr, erreur à ne jamais faire, paniquer, commencer à se dire oh, je vends, j'arrête. Au contraire, c'est les soldes, on y va. Et donc, voilà, ça me permet de voir un peu comment ça fonctionne. Je suis pas une technicienne, donc je regarde, je vois les différents fonds. Je vois qu'il y a des fonds, par exemple, qui sélectionnent, que j'ai par ailleurs dans d'autres assurances vie. Je vais prendre des fonds, je vais prendre de l'ETF. Des indices, tu fais en ETF? Oui, en ETF, je prends le truc, j'ai envie de dire de base, MSCI World, ce genre de choses. Alors MSCI World, pour l'expliquer, voilà. Donc c'est un indice qui prend les 1000 plus grosses sociétés au monde, ou quelque chose comme ça, je crois. Et donc, qui part du principe que comme on est sur une croissance générale, et puis que de toute façon les mauvais élèves sortent du fond et les bons rentrent, et ben finalement, tant que ça monte, en fait, normalement, ça monte plus vite que les autres sociétés, puisque les 1000 plus grosses montent plus vite que les 1000 suivantes, qui montent plus vite que les 1000 suivantes. Enfin, ça c'est à peu près prouvé. Alors si ça baisse aussi là-bas, mais est-ce que ça baisse plus vite? Ça, c'est une bonne question. Mais voilà, donc c'est MSCI World, voilà, qu'on trouve sous plein de trackers ETF. Ouais, il y en a beaucoup. Et tes ETF, tu les achètes où? Alors j'en ai chez Boursorama, et après dans Yomoni c'est quasiment essentiellement de l'ETF enfin je vais pas dire essentiellement parce que j'ai pas relu toutes les lignes, mais il y en a pas mal dedans. Donc on trouve en effet maintenant un peu partout, dans pas mal de banques, sur Bourso, tu peux les trouver aussi chez Itoro, chez un peu tout le monde. Un peu chez tout le monde, hein. Ça il y a pas de souci d'accessibilité, il faut juste se renseigner un petit peu. Et tu fais pas ce qu'on appelle du stock picking, tu fais pas du action par action? Alors j'ai quelques actions. Alors c'est vrai que j'avais commencé à bien m'y mettre, mais avec le compte ça me prend tellement de temps. Le compte Insta, oui. Voilà, que pour écrire et tout ça, mais là il faut que je vais m'y remettre un peu. Et puis aussi entre temps il y a eu le Covid, moi je suis commerciale, donc du coup vu que l'activité s'est aussi ralentie, les bonus c'était plus forcément ce que c'était pendant un petit temps, c'est un peu cyclique, on va dire. Mais si j'ai quelques actions, j'ai un PEA où j'ai mis des actions, ou par exemple, j'avais acheté des actions Société Générale à 19 €, je crois. J'avais acheté des actions à combien maintenant? 35, ou je sais pas, je suis à 76%. Sur Renault, je suis à 76%. Sur AXA, je suis à 80% d'augmentation. Parce que j'ai acheté quand c'était vraiment bas. Et je me suis dit, ok, d'accord, j'achète. Sachant qu'il faut faire, il se dit quand même beaucoup que les actions, souvent, c'est bien compensé par 2-3 qui sont bien à la baisse aussi. Que les actions, en tout cas, quand t'es pas un vrai pro, de plus en plus, je vois cette approche qui est de dire que donc le stock picking, donc une action, tu prends une action une à une, c'est quand même faut être assez connaisseur, quoi. Et, oui, ou alors il faut avoir un montant suffisamment important, ce qui est pas mon cas, hein, je le précise, pour prendre suffisamment d'actions pour pouvoir balancer. Donc finalement, c'est là où les indices, comme Exactement. Les ETF dont on parlait tout à l'heure, donc ça peut être l'indice du CAC 40, ça peut être l'indice du Dow Jones, ça peut être le Nasdaq, les 50. Parce qu'en effet, quand on prend une à une, moi, je prends l'essentiel de mes actions sur du stock picking pur aujourd'hui.
j'ai moins 55% sur Alibaba. Alors, j'avais acheté du Alibaba. je l'ai pas vendu. Il est à combien maintenant? Il est là au moment où on parle, il est à combien le stock 3,28 achat. Alors ça doit être du dollar, j'imagine. Mais tu vois, j'ai du Orpea. Alors ça fait très très mal. Ouais. Oui, là, oui, je suis passé à moins 62%. Et non, pire, j'ai du Jumia à moins 81. Et donc du coup voilà, sachant que c'est compensé parce que j'ai pas mal de Google, donc du coup c'est compensé sur une action, un peu de Sanofi et des choses comme ça. Mais finalement, quand tu regardes au passage, je prends un Berkshire, donc Berkshire, c'est le fonds de Warren Buffett. Je vais faire un épisode là-dessus, je pense bientôt d'ailleurs. Et j'ai pris un ETF. Là, j'en ai pris beaucoup plus et je suis à plus 10%. Et donc ça compense largement toutes les pertes, mais en fait tu te dis finalement pourquoi s'emmerder, et dans les mauvais ETF que j'ai, je suis au max à moins 5%, donc bon, bref. Moi tu vois, si je te donne parce que j'en ai pas beaucoup hein, dans mon CTO, là je suis en train de regarder, tu vois, Alibaba j'ai dû l'acheter un peu moins cher que toi, parce que moi je suis à moins 47%. Mais tu vois, j'ai du Airbus plus 84%, j'avais acheté du BlackRock aussi, le fonds d'investissement, je suis à plus 70%. J'avais acheté du Jumia, moi je suis à plus 86%, donc moi j'ai dû l'acheter au bon moment. Tu l'as acheté il y a longtemps alors? Je l'ai acheté début 2020, je l'ai acheté plusieurs fois en fait, et il y avait un moment où ça avait beaucoup baissé, donc j'avais continué d'acheter. Acheté, moi, ouais, ok. J'ai du Nike plus 65%. Et du coup là-dessus, voilà. Tu as des manières d'avancer en investissement fractionné? Alors oui, j'essaie sur les valeurs que je suis un petit peu. Là, je t'avoue que j'ai déconnecté de mes comptes. Je les regarde pas. Je les laisse travailler parce que moi, je suis pas en mode trading. En fait, je fais comme sur l'immobilier, tu vois. Je me dis, je mets des billes, en me disant bon, si j'attends suffisamment longtemps, il y a un moment où si je décide de sortir, je pourrais sortir en bénéfice. Après, le trading, bon, par exemple, mon copain regarde un peu tout ce qui est trading. Je regarde au-dessus de son épaule et je regarde ce qu'il fait, mais je vais pas plus loin que ça. Donc oui, moi, c'est plus buy and hold. Et puis voilà, sur des valeurs, soit où je suis cliente, ou soit sur des domaines où je vois par exemple, j'avais acheté à l'époque du Sunrun parce que c'est l'énergie solaire et que je me disais, bon, c'est un domaine qui a l'air d'être plutôt d'avenir. Bon, je suis pas en train de vous faire des conseils pour vous dire qu'il faut acheter énergie solaire, hein, mais moi, c'était un sujet qui m'intéressait. Et puis, je mets toujours des montants, en fait, qui pour moi sont anecdotiques, entre guillemets. Je suis pas en mode, allez, je vais mettre 3 000 € sur cette action-là. C'est plus, j'essaie d'acheter au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait sur Société Générale. Et donc, tu fais pas d'effet de levier? Non. D'accord. Donc, ce qui est marrant, c'est que tu me dis, finalement, pas à la papa, pas à la maman, mais t'es pas non plus tête brûlée. Ce qui est difficile pour moi, c'est de voir comment on se situe dans ce niveau-là. Où est-ce qu'on n'est plus comme papa, maman, et où est-ce qu'on devient tête brûlée, tu vois? En fait, je pense que c'est pas je pense que c'est, moi, en tout cas, si je devais donner ma définition, je pense que c'est en fonction de tes revenus. Tu vois, si jamais tu gagnes 1 000 € on gagne pas 1 000 € par mois, mais tu gagnes 2 000 € par mois. Ouais. Si jamais tu mets 2 000 € d'un seul coup sur une action, t'es con. Je sais pas si t'es con, mais là, je dis-le. En tout cas, je considérais que tu es dans la catégorie tête brûlée. Tu vois? Mais si je dis n'importe quoi, t'es propriétaire de ta résidence principale, t'as 30 ou 40 000 € d'économie sur des supports qui vivent un peu tout seuls, genre ETF, je sais pas quoi, machin, etc. Et que tu mets 2 000 € sur une action, dont tu sais pas si elle va faire un boom ou si elle va se casser la figure, je vais pas te dire que t'es tête brûlée, parce que 2 000 € pour toi, en fait, tu vois, entre les mettre dans un billet d'avion et le mettre sur une action, peut-être que l'action sera plus rentable que... le billet d'avion, il sera rentable dans le kiff, mais tu ne seras jamais remboursé, quoi. Voilà. Si t'as le Covid. Mais... Voilà. Non, l'idée, c'est qu'on voyage. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que quelqu'un qui a une situation, qui a des moyens, en fait, et qui va... En fait, c'est vraiment en fonction de ses moyens. Si moi, je mets 50 € sur un truc, pour moi, 50 €, c'est rien. Si je mets même 500 € sur quelque chose, je mets pas ma stabilité financière en jeu. Tu vois, même 1 000 €, j'ai envie de dire. Mais quelqu'un qui a 0 épargne et qui va mettre ces mêmes 1 000 € sur exactement la même valeur, là, je vais lui dire, oui, là, tu fais la tête brûlée.
Ok, donc Et puis la maîtrise aussi. Ouais. Faut mettre le côté maîtrise. Moi, comme je dis, je maîtrise. Ce ne sont pas des sujets que je maîtrise. Donc, je mets l'argent que je suis prête à perdre. Et si je gagne, tant mieux. Si je perds... Finalement, ce que tu as maîtrisé, c'est l'IMO dans tout ça, un peu quand même. Oui, parce que c'est là où j'ai le plus d'expérience. Donc, si je récapitule, tu te mets à jour sur le fait d'avoir, on va dire, un solide 3 mois de côté. À partir de ce moment-là, tu peux commencer à t'amuser à droite à gauche. T'essayes quand même autant que possible de te lancer dans ton immobilier, soit personnel pour chez toi, soit d'investissement locatif selon ce qui t'intéresse, ton schéma, etc. Toi, tu en as fait plusieurs, moi aussi en l'occurrence, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui te permet, notamment assez jeune, enfin je veux dire, moi je suis un peu plus âgé que toi, mais en fait, dès que tu as 40, tu vois, je vais avoir 43 ans cette semaine, je commence à me dire, attends, les trucs que je vais acheter, ça se trouve, j'en verrai pas le bout. Enfin, tu vois, si t'achètes sur... Non, mais oui, non, mais 20 ans, 25 ans, non, mais je suis d'accord, mais en tout cas, tu vois, à quoi bon? Tu vois ce que je veux dire? C'est et en tout cas, j'arrive dans cette phase où je me dis, ça arrivera au bout de ma vie, tu vois. Et limite, je l'ai fait pour mes enfants, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme je t'ai posé la question tout à l'heure, les investissements que t'as fait en locatif, tu n'en profites pas. Ils se payent eux-mêmes, mais tu en profites pas. Il y a de l'argent qui se génère, mais aujourd'hui, je touche pas à cet argent. Oui, je l'utilise pour entretenir. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, voilà, donc assez tôt tu gères tout ça. Une fois que tu as géré tout ça, après tu commences des investissements potentiellement un peu plus exotiques. Et en y allant graduellement, tu vois, au début tu vas mettre 100, 200, 500, et puis après tu vas avoir des plus-values. Peut-être que tu vas les les valider dans le sens où tu vas faire une vente pour verrouiller ton gain, et puis tu vas les mettre sur autre chose, tu vois. Et puis il y a aussi des personnes par exemple qui se disent voilà, moi je vais investir 1 000 euros, et dès que j'aurai gagné 1 000 euros, je vais faire une vente opportune, hein, bien sûr. Comme ça, je récupère les 1 000 euros de départ. Et à partir de là, en fait, ils se disent, mais c'est 1 000 euros qui viennent, entre guillemets, pas de nulle part, mais que je peux prendre beaucoup plus de risques. Est-ce que tu as déjà pensé à... tu vois, moi, par exemple, j'ai un investissement locatif qui arrive au bout. Et j'en parlais avec Cédric de Brix, par exemple, qui est passé sur ce podcast. Et en sortant, je pense pas qu'on ait parlé sur l'épisode, il me dit, mais vends-le. Je dis mais quoi, attends, je vais enfin pouvoir rentrer. En plus c'est un bon loyer, tu vois, assez solide, qui va me faire vraiment un bon truc. Dans 1 an, j'arrive au bout. Je me dis attends, je vais pouvoir rentrer ça en plus dans mon cash tous les mois. Et il me dit ouais, mais regarde justement, t'as 40 et quelques, tu le vends bien ce machin avec une belle plus-value, tu vas payer tes impôts, c'est pas grave, on s'en fout, ça fait partie du game. Oui. Mais en revanche après, tu vas splitter ça en 3, tu fais 3 apports pour acheter 3 appartes, et là, en l'occurrence, tu vas vraiment faire le double down, quoi. Et depuis, je dois t'avouer que ça me trotte, tu vois, dans la tête. Alors, je sais pas si toi qui as commencé il y a quelques années, t'as déjà songé à prendre une plus-value sur un ou plusieurs de tes appartes? Alors, j'ai de la plus-value sur 2 appartements en particulier qui sont en région parisienne, qui représentent un montant important, 300 000 euros à peu près. De plus-value. De plus-value, ouais. Et le truc, c'est que j'ai réfléchi. Hein. Je me suis dit, j'ai réfléchi à plusieurs choses. J'ai réfléchi à, par exemple, faire un rachat par un OBO, je crois que ça s'appelle, où tu fais un refinancement, en fait, et du coup, tu récupères l'argent à travers un crédit, mais tu gardes le bien, en fait, et tu le refinances. Donc, je me suis dit, il y a cette option-là. Parce qu'effectivement, il a raison. Je le connais pas, Cédric, mais effectivement, quand tu arrives avec un apport, par exemple, moi, quand il y a des personnes qui me disent oui, je vais vendre j'ai un truc, j'ai de la plus-value. Est-ce que je rachète un truc derrière? Est-ce que je remets tout dans ma résidence principale? Et là, j'ai envie de leur dire, non, si tu as un gros pactole, divise-le en 2. T'en mets un peu sur ta résidence principale, comme ça, elle te coûte plus ou moins que dalle. Et puis, t'en profites pour financer autre chose. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce côté-là, investisseurs. Mais oui, c'est une question que je me pose en tout cas, mais j'y ai pas encore répondu parce que je sais pas si je veux déménager, parce qu'il y en a un, c'est sur ma résidence principale, le plus gros. C'est pas fiscalisé, ça, c'est bien aussi. Et le deuxième, c'est pas fiscalisé non plus, puisque c'est le bien que j'ai racheté en fait à mon père. Et du fait que c'est une licitation, je récupère l'antériorité. Moi j'ai la réponse, vas-y, banco quoi. Donc voilà, mais tu vois, il y a le côté un peu parce que c'est l'appartement. Non, il y a pas d'affect. Mais je sais qu'il faut pas mettre d'affect. Je sais qu'il faut pas mettre d'affect. Mais je me reposerai la question peut-être quand les locataires
me déposeront leur préavis, peut-être que je me reposerai la question. Mais pour l'instant, j'essaie de générer des revenus par d'autres moyens. D'accord. Et parmi tout ça, est-ce que tu as, toi, Maëva, une martingale à toi, un petit péché mignon, un investissement qui te plaît plus que les autres, un truc sur lequel tu te régales ou lequel tu penses qu'il va y avoir? C'est une question que je pose à tous mes invités. Donc. Moi, ça va pas être original parce que moi, j'adore l'immobilier. Ouais. J'aime le côté... là, ce que j'aimerais bien faire, c'est des opérations de marchand de biens. Tu vois, d'acheter des biens vraiment... Défoncés. Wrecked, tu vois. Il n'y a plus rien. Tu le remets super beau, super joli. Bon, ça, c'est mon côté un peu esthète. Même si j'ai pas des goûts de dingue, mais j'apprécie la beauté des choses. Et après, ben voilà. Et du coup, tu fais quelque chose de sympa. Et en plus, tu gagnes de l'argent en même temps. Donc ça, du coup, ça, j'aimerais bien. Très bien. Écoute, ce que j'ai aussi apprécié, c'est ce côté, comme tu disais, pas trop budgétaire et de pas faire trop attention. Ça me plaît, ça décomplexe pas mal. Donc voilà, rentrez pas dans des calculs d'apothicaire. Ah ouais, ça calculez c'est pas au vrai. centime près ou même, enfin voilà, faites des budgets Je assez les appelle grossiers. team centime. Mais tu sais que, team centime, j'adore ça. Mais tu sais que même au niveau business, moi j'ai toujours calculé comme ça, quoi. Hein. Non mais à la louche. Je fais des comptes. La semaine dernière, je visitais, tu vois, un bureau à Tunis, parce qu'on a acheté aussi des bureaux à droite à gauche, etc. J'étais là en train de regarder pièce par pièce. Je me disais là, je mets 4 personnes, là j'en mets 5, j'en mets machin, je ressors. Je dis bon, dans ce bureau, je mets 60 personnes. Et tout le monde me regarde en disant mais comment tu sais? Je dis bah déjà c'est le 3e, donc je commence à savoir. Et puis après, c'est grossier, donc ça va peut-être être 56, ça va peut-être être 64, tu vois, à 10% près, à la hausse, à la baisse, 66 peut-être. Mais justement, je fais pas mes comptes pour être à 10% là-dessus. Donc soit ça marche très bien et puis je sais que je vais potentiellement faire 20%, soit ça marche très mal et comme je suis assez sécurite, et finalement je ferai 0 ou peut-être moins 5 et j'en mourrai pas, quoi. Ouais. Non mais je veux dire, tu vois, toi tu le dis pour le côté business, mais t'imagines les gens qui prennent du temps de cerveau pour se dire est-ce que je peux vraiment me payer ce saumon fumé, quoi. Team centime. Ouais, je vais prendre la truite, c'est moins cher. En fait, du moment que c'est bordé, tu vois, comme tu dis, tu sais que voilà, si c'est plus 10, c'est tant mieux, si c'est moins 5, ça va. Et en fait, voilà, faire ça à la louche. Je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés financières, etc. Mais justement, c'est le fait de se focaliser sur ça qui fait qu'on n'arrive pas à être créatif tu vois, et à chercher autre chose. Quand je balance le petit coup du saumon fumé, je me dis je peux paraître pédant, etc. parce que ça coûte cher le saumon fumé. Mais non, moi je suis capable de bouffer des pâtes pendant très longtemps. C'est juste que à un moment, si tu te payes un truc bien ou très bien, ça doit juste rentrer dans un budget global. Si tu sais que tes courses par mois de bouffe, c'est je sais pas moi, à peu près tant, tu sais que toutes les semaines, tu vas faire tes 50, 60 balles de courses et puis en fait, ça va te faire la semaine, quoi, point. Et puis cool. Bon, écoute Maëva, on a fait un bon tour. Je crois que on sait gérer mon budget bento. Donc voilà, on peut s'abonner, te suivre toi, donc principalement sur mon budget bento. Sur Instagram. Sur Instagram. Et puis sur internet aussi, tu as un site sur lequel on voit donc ton compte Insta, évidemment. On voit tes masterclass, il y en a eu plusieurs, hein, je crois que tu as fait. Oui, j'en ai fait juste 2. C'est déjà pas mal. Figure-toi, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont fait 2 masterclass. Moi, j'en ai fait qu'une, tu vois, entreprendre un podcast. Tes 2 masterclass s'appellent comment? Alors, il y en a une, c'est J'arrête d'épargner comme ma mère, mais c'est en fait, c'est principalement sur l'assurance vie, en fait, et comprendre un peu les marchés financiers, comment ça fonctionne. Et la deuxième, c'est une masterclass qui est offerte avec mon livre. Donc, il n'y a pas besoin de la payer si on a mon livre. Et c'est en fait sur comment on calcule les impôts sur le revenu. Okay. Donc, tu vois, moi, mes contenus, c'est vraiment maîtriser les bases de la base. Et puis après, justement, les gens pourront suivre ton podcast pour s'éduquer, voilà, sur des choses un peu plus... Sur les NFT. Sur les choses plus évoluées. Mais toujours avec, d'ailleurs, si on a des nouveaux qui sont toujours là après cet épisode, moi, je suis pas du tout dans un truc d'expert, hein. Moi justement mon trip il est de m'être dit il y a 2-3 ans j'y connais rien, il faut que donc je fais toujours très attention à revenir à des choses pour que tout le monde comprenne, quoi. Mais en revanche je vais vraiment essayer de creuser les sillons à chaque fois, en effet, sur les SCPI, comme tu le disais tout à l'heure. J'ai 2-3 épisodes qui sont trop cool sur le vin, sur l'or, sur plein de choses comme ça. Non mais j'espère que
enfin, j'espère qu'il y a pas mal de mes abonnés qui s'abonnent, enfin, qui commenceront à suivre ton podcast, parce que justement, c'est ce que Laura m'avait expliqué, que tu partais vraiment d'un concept, je suis un amateur, ou en tout cas, je suis pas un connaisseur, et du coup, je m'intéresse à différents sujets, et ça, c'est mon objectif, c'est que les gens soient curieux. Et depuis, j'ai fait, si tu remontes d'ailleurs, parce qu'ils sont pour la plupart tous valables, je pense encore, mais des opérations de ouf, tu vois, je regardais encore sur des crowdfunding immobiliers, des crowdfunding des trucs ça, certains. Il faut que j'essaye. Attends, des trucs à 10% sur, je vais en citer plusieurs, parce que sur Baltis, sur Anaxago, j'en ai eu d'autres, des SCPI chez Hiroko, toi t'as cité Liomoni, moi je fais des trucs aussi sur Nalo, il y en a plein d'autres. Oui, c'est le même style, effectivement. Et depuis, en fait, j'ai vraiment progressé de ouf, en fait, mais ça n'a rien à voir. Mais il faut se lancer, en fait. Et faut s'y intéresser, c'est pas si chiant que ça. De loin, t'as envie de te dire que c'est un peu chiant. Attends. Complètement. Surtout les médias et tout ça qu'on parle qui était un peu chiant avant. Maintenant, je pense qu'il y a une manière plus décomplexée et juste de passer un bon moment en même temps que de s'informer et de se décider. Et donc, ton livre s'appelle Mon budget sur pilote automatique. J'épargne enfin. T'en as quand même vendu 2388 exemplaires. Je suis en train de regarder sur mon site. Bien sûr. Bravo. 19,99 €. Donc, c'est vraiment super, super cool. Et puis, des retours lecteurs dithyrambiques. C'est bravo, Maëva, parce que c'est cool d'avoir eu le courage de te lancer Merci. Sur tout ça quand même. Ça aussi, c'est un investissement. Ouais. Ouais, et je trouve ça assez cool de faire ça tu sais, un peu en public, quoi. C'est ce que j'avais aussi aimé sur les mouvements Fire, etc. C'est d'être hyper ouvert sur son patrimoine et tout ça. Je le suis de plus en plus. Après, c'est compliqué. Moi, Ouais, en France, c'est compliqué. C'est vrai. Mais de moins en moins. Grâce à toi, grâce à nous, on est une armée. Oui, on travaille en tout cas pour aller dans la même direction. Merci Maëva, on te suit donc partout. Mon budget bento et puis .com par exemple, là on trouvera tout, quoi. Merci beaucoup pour cette invitation. Comme je disais au début, je suis vraiment honorée d'avoir été contactée par ton équipe et merci pour l'invitation encore une fois. Trop cool. Merci à vous de vos écoutes, de vos suivis avec mes invités qui me font à chaque fois plein de remarques en me disant waouh, c'est chouette tout ce qui se passe sur la martingale. Voilà, on est aussi de plus en plus de tout niveau, de très gros experts à justement des grands amateurs. Et c'est cool. Moi, je me régale à faire ça. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de commenter sur Apple Podcast notamment, c'est bien. Puis de partager d'un coup d'un seul, faire plein d'écoutes comme ça me permet de remonter dans les classements, d'être plus visible. Au moment où je vous ai parlé, d'ailleurs, la semaine dernière, on a eu un classement. Je crois que la Martingale était, je vais peut-être dire une connerie, mais genre 38e podcast français, tout podcast confondu. Donc c'est... Vu le sujet, bravo, félicitations. Alors numéro 1 sur les finances perso, mais voilà, donc on est en tout cas dans le top 50 de tous les podcasts français. C'est grande fierté pour moi. C'était un peu à l'origine mon petit podcast par rapport à mon autre podcast Génération de Yourself. Donc je suis hyper fier, c'est grâce à vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.